On a tous un peu cette image en tête, non? L'intelligence, c'est un chiffre, un score de QI qui dit tout. Mais et si ce n'était que la toute première page d'une histoire bien plus grande, bien plus fascinante? Voilà la question qui va être notre fil rouge. Ensemble, on va plonger bien au-delà des simples scores pour aller explorer les paysages incroyablement variés de l'esprit humain. Allez, on commence par la base, par les fondations. On va parler des niveaux cognitifs qui regroupent la grande majorité de la population, ceux qui forment le véritable socle de nos sociétés. À ce niveau, le quotidien est une lutte de tous les instants. Il faut s'imaginer que des gestes simples comme boutonner sa chemise demandent une concentration immense, presque comme si c'était à chaque fois la première. La source donne un exemple très parlant. Un enfant capable de dire son nom, mais qui va mettre des années, vraiment des années, à juste reconnaître les lettres qui le composent. C'est une vision du monde totalement différente, où tout s'apprend par le concret, par la répétition. Là, on entre dans une zone un peu floue, une zone borderline. Ce sont des personnes qui, bien souvent, passent sous les radars. Elles peuvent, par exemple, lire un texte à voix haute parfaitement, mais si on leur demande de quoi ça parle, c'est le blanc. Le mécanisme de la lecture est là, mais le sens, lui, s'échappe. Ça crée souvent une anxiété sociale, parce qu'elles sentent bien qu'il y a un décalage, sans forcément pouvoir mettre le doigt dessus. Et nous voilà arrivés au cœur du réacteur. C'est assez fou de se dire que près de 2/3 de l'humanité se trouve dans cette tranche. C'est la majorité de nos collègues, de nos voisins. C'est cette immense base stable qui fait tourner le monde, qui occupe la plupart des emplois et qui maintient la cohésion de la société. Donc, ce qui est vraiment crucial ici, c'est de voir comment l'expérience de la vie change radicalement. D'un côté, on a une certaine fragilité, un besoin constant de concret pour comprendre, et de l'autre, une capacité à naviguer dans le quotidien, à comprendre les codes sociaux, à garder un équilibre. Quelques points de QI, et c'est toute la perception du monde qui bascule. Bon, on monte d'un cran. Maintenant, on s'intéresse à ceux qui ont un avantage cognitif, bien réel, mais qui est si discret qu'il passe souvent complètement inaperçu. On parle ici d'une sorte d'aisance. Comprendre une blague un peu fine, saisir la solution à un problème, tout ça se fait une fraction de seconde plus vite. C'est rien de spectaculaire, mais c'est juste assez pour avoir cette sensation d'avoir toujours un petit temps d'avance. D'après la source, c'est souvent le résultat d'un cocktail, un peu de génétique et un environnement qui a bien stimulé. Ah, cette métaphore, les architectes invisibles, je la trouve parfaite. Elle décrit magnifiquement ces gens qui construisent les structures, qui résolvent les problèmes en amont et qui laissent ensuite les autres briller avec leurs solutions. Leur empreinte est partout, mais leur nom, lui, est rarement sur l'affiche. Et voilà comment ça se passe dans leur tête. En 1, ils absorbent une masse d'infos complexes. En 2, ils en extraient l'essentiel, ils voient les liens cachés. Et en 3, paf, ils proposent une solution concrète alors que tout le monde est encore en train de prendre des notes. Pour eux, l'abstrait n'est pas un mur, c'est un terrain de jeu où les pièces du puzzle s'emboîtent, juste plus vite. Là, on entre dans des niveaux d'intelligence beaucoup plus rares. L'écart avec la norme devient évident et ça amène son lot de dons extraordinaires mais aussi de défis vraiment profonds. À ce stade, la différence n'est plus subtile du tout. C'est le gamin qui sait lire avant d'entrer à l'école ou qui résout des problèmes de maths complexes à 5 ans. Mais ce don a souvent un revers, l'ennui mortel en classe, le sentiment d'être en décalage complet avec les autres et des émotions vécues avec une intensité qui peut tout déborder. Cette comparaison met le doigt sur le grand paradoxe de la douance. D'un côté, il y a ce pouvoir intellectuel qui les met à part, et de l'autre, des difficultés sociales et émotionnelles qui les isolent. C'est une tension constante entre le fait d'être différent et le sentiment d'être seul. Le mot génie, il fait fantasmer, La source précise bien que c'est plus un concept culturel qu'un diagnostic clinique. Ce qui les définit, c'est leur façon de penser. Ils ne suivent pas un chemin linéaire, étape par étape. Non, ils fonctionnent par bonds, par intuition fulgurante. Ils vont connecter 2 domaines qui n'ont a priori rien à voir et y trouver une logique que personne d'autre n'avait vue. Et on retrouve ici le paradoxe classique du génie. Le même esprit capable de révolutionner la physique ou l'art est souvent celui qui galère avec les choses les plus basiques du quotidien. On pense à Einstein, bien sûr, le visionnaire absolu, mais aussi connu pour ses petites excentricités et son rapport, disons, particulier aux conventions sociales. Maintenant, on va changer complètement d'angle. Et si on mettait de côté les scores de qui, juste un instant, pour explorer des formes d'intelligence exceptionnelles où le chiffre ne veut plus dire grand-chose. Ce qui fait le polymathe, ce n'est pas son QI, c'est sa faim. Une faim insatiable de tout comprendre, de tout connecter. L'exemple ultime, c'est Léonard de Vinci. Peintre, ingénieur, anatomiste. Pour un esprit comme le sien, l'idée même que le savoir puisse être découpé en petites boîtes séparées est une absurdité. Le visionnaire, lui, il a déjà un pied dans le monde de demain.
Prenez Nikola Tesla. Il imaginait l'électricité sans fil à une époque où c'était de la pure science-fiction. On le prenait pour un fou. Aujourd'hui, ces folies sont à la base de nos technologies. Leur don, c'est de voir une réalité que les autres ne voient pas encore. Et on arrive au niveau le plus abstrait. Ici, l'intelligence n'est plus un outil de performance, c'est une expérience, presque une fusion avec le monde. Le but n'est plus de résoudre des équations, mais de trouver un sens profond à l'existence. C'est un état de conscience où le jeu s'efface un peu pour laisser place à un sentiment d'unité avec le tout. Bon, maintenant qu'on a toutes ces pièces en main, il est temps de les assembler pour voir quelle image plus globale de l'intelligence se dessine. Après avoir fait ce parcours, on pourrait être tenté de voir l'intelligence comme ça, comme une sorte de grande échelle, une montagne qu'il faut grimper, avec les génies tout en haut. Mais est-ce que c'est vraiment la bonne image? Et la réponse est non. La source nous offre une métaphore bien plus puissante et bien plus juste, un kaléidoscope. Chaque fragment, chaque type d'intelligence est une façon unique et valide de voir le monde. Il n'y en a pas une meilleure qu'une autre. Chacune a sa propre couleur, sa propre lumière, sa propre valeur. Réduire tout ça à une simple ligne, à un score, c'est passer à côté de toute cette richesse. Au final, la question la plus intéressante, ce n'est pas de savoir où l'on se place sur une échelle. C'est plutôt de se demander comment est-ce que ma façon de penser, mon fragment unique de ce grand kaléidoscope, transforme le monde à ma petite échelle. Qu'est-ce que j'en fais? Voilà peut-être la seule question qui vaille vraiment la peine d'être posée.